c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les femmes d'excellence, les femmes d'exception. Comme je l'ai toujours dit, ce sont les femmes qui laissent les traces sur les sables du temps. Ce sont des femmes qui ont un mot à dire. En bref, ce sont des femmes modèles. Aujourd'hui, on va donner la parole à une grande dame. Elle évolue en tant qu'activiste de droits de femmes, dans la société civile aussi. Elle est aussi une femme politicienne. Il s'agit de Madame Virginie Kapinga Kataï. C'est comme ça que je vous l'appelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Nacha. Je n'ai pas massacré Merci. votre nom, hein, je pense. Non, pas du tout. Kapinga Virginie Kataï. Un nom congolais? Oui, oui, c'est un nom congolais. De père et de Kapinga. mère, vous êtes congolaise. Je suis congolaise de père et de mère. Kapinga, Kapinga c'est kassaïen. Kataï aussi c'est kassaïen. Ok. Moi, seulement vous l'avez prononcé en français. Oui. Kapinga Kataï. Kataï. Je suis congolaise de Oui. père et de mère. Ok. Alors, Madame, Messieurs, Madame Virginie Kapinga Kataï, elle est coordonnatrice de la synergie qui regroupe en elle les femmes de la société civile, en même temps les femmes politiciennes, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. En fait, bref, quand je regarde, je me dis comment existe-t-il au moins cette synergie qui regroupe les femmes de la société civile et les femmes politiciennes? Comment vous faites? Parce que ce sont des femmes qui ont des objectifs différents. Il y a de ceux qui soutiennent la population et de ceux aussi, pour ne pas dire, qui massacrent aussi la population. Qu'est-ce que vous faites pour regrouper toutes ces femmes? Bon, dire qu'il y a ceux qui massacrent la population et ceux qui défendent la population. Oui. L'idée, au fait, c'était d'abord partie de FMJC. Ok. FMJC, dont la coordonnatrice, c'est Madame Kenneth que je salue. Ok. FMJC a l'habitude de rassembler les femmes Oui. de la société civile, des partis politiques et je pense même des leaders des églises, hein, Oui. pour des formations, des ateliers, des coachings, des formations en leadership. Oui. C'est dans ce cadre-là qu'on se retrouvait, où on se retrouve toutes les femmes confondues de la société civile, des partis politiques. Oui. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer une synergie Oui. qui défendrait les deux à la fois, Oui. la société civile et les partis politiques. Mhm. C'est comme ça que nous œuvrons avec SIPSOP, Oui. qui est la synergie des femmes de la société civile et des partis politiques. Oui. Et l'idée, c'est de mettre toutes les femmes ensemble pour qu'on se soutienne d'abord comme femmes, Oui. visant notre objectif d'atteinte des 30% de parité aux échéances des élections passées et 50% à l'horizon 2030. Ouais, ouais, ça existe depuis quand? SIPSOF existe depuis, je pense, 3 ans. Hein. C'est Ok. depuis 3 ans que nous avons créé cette synergie à partir de FMJC. Ok, 3 ans, vous avez quand même tenu les coups. Mais est-ce que c'est facile pour vous de regrouper toute cette catégorie de femmes? Bon, les choses ne sont pas toujours faciles, Ouais. mais on tient quand même. Lorsque l'appel est lancé, nous nous retrouvons. Ouais. Nous nous retrouvons. Mais par après, il y a ceux qui font la politique et qui vont à la politique, et ceux qui sont dans la société civile qui vont à la société civile. Mais au sein de SIFSOP, ça va, nous nous retrouvons quand même. Ça va. Ok. Au sein de la société civile, nous avons vu les femmes qui ont bien mené cette lutte sur la parité, pour ne pas dire égalité. Vous avez tantôt parlé de cette égalité-là, de ces pourcentages. C'est à quel pourcentage vous êtes fixée en tant que femme? En tant que femme, on s'est fixé 30%. Ok. Le défi de 30% jusqu'aux échéances passées de 2023. Ok. Mais quand même, nous avons atteint jusque-là les 27%. C'est quand même satisfaisant pour nous. Oui. 27 à 30, il reste encore 3%. Et nous luttons. C'est satisfaisant pour nous parce que aux échéances antérieures, si nous pouvons prendre le repère des Sun City, Oui. avant Sun City, parce que c'est après Sun City que beaucoup de choses se sont organisées, la Constitution et autres, Oui. on nageait dans les 7%.
Donc, nous pouvons... Donc, ça gravit quand même des échelons. oui, oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ces femmes-là qui, aujourd'hui, qui avant étaient dans la lutte, un peu comme vous, là, parce que vous continuez dans votre lutte, on dit, Madame Virginie est toujours disponible parce qu'elle n'a pas encore eu un poste de décision, c'est ça. Pour ne pas citer celle-là qui est aussi dans la lutte comme vous aujourd'hui, qui sont devenues ministres, DG, par-ci, par-là. Alors, est-ce que ces femmes-là qui sont aujourd'hui ministrables, pour commencer par là, font vraiment leur travail comme il faut? Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Oui. Mais avec ces femmes-là, elles font leur travail comme elles le peuvent, hein, Oui. comme elles le peuvent. Mais très souvent, nous nous plaignons nous-mêmes aussi. On peut être au sein de la synergie ou des ONG Oui. en train de mener les luttes ensemble, mais lorsque nous gravissons les échelons, ça dépend aussi de la personnalité de tout un chacun. Il y en a qui gardent cette ouverture, Oui. qui tirent les autres vers le haut, mais il y en a malheureusement qui coupent le pont. Ok. Alors, je ne peux pas dire qu'elles font bien ou mal, mais l'essentiel, c'est qu'elles fassent son travail pour lequel on l'a nommée au poste. Parce que je sais aussi des femmes qui étaient dans votre synergie aujourd'hui, qui sont aussi ministrables, mais est-ce qu'ils leur reviennent quand même à la source pour soutenir les autres femmes et leur dire, elles servent souvent de modèle aussi aux autres femmes? Oui, oui. Bon, elles servent d'abord de modèle pour le succès et Oui. l'objectif atteint. Oui. Vous savez, pour revenir à la source, elles pleurnichent, les femmes, même, je ne sais pas, les femmes pleurnichent quand même pour des moyens. Quand bien même elles sont ministrables, elles parlent toujours des moyens. Alors, c'est ce que moi je vais conseiller aujourd'hui aux femmes. Parce que les hommes, dès qu'ils sont là, même s'ils n'ont pas assez de moyens, ils reviennent à la source, ils soutiennent ce qu'ils peuvent soutenir, ils financent ce qu'ils peuvent financer. Et nous, les femmes, lorsque nous cherchons cette parité, ce n'est pas pour que nous commençons à pleurer, à pleurnicher à tout bout de champ. Ok. C'est ce que je suis en train de faire l'appel. Si vous avez un poste quelque part, revenez à la source, soutenez tant que vous pouvez. C'est comme ça que nous atteindrons cette parité. On dit souvent en Afrique que la femme est limitée quelque part à la cuisine, c'est ce que les gens disent souvent. Mais comment vous jugez ces femmes-là qui aujourd'hui ont, bon, pas changé, mais qui ont quand même évolué par rapport à la parité, par rapport à votre lutte? Et comment vous jugez ces femmes? Est-ce qu'elles savent du moins concilier les tout à la fois? Ou bien on va revenir à la source pour dire que non, non, pas. La place de la femme, c'est vraiment la cuisine, l'éducation des enfants. Bon, ça c'était avant, hein, parce que moi, comme je suis là, je suis mariée, je suis mère de 4 enfants. Ouais. En tout cas, je suis en train de concilier les deux, hein. Il y a toujours moyen de concilier les deux. Ça, c'est un prototype qu'il ne faudrait pas toujours mettre en avant. Les femmes qui ont réussi, il y en a qui ont réussi et au foyer et professionnellement. Ce n'est que question d'organisation, de concilier tous les deux. Elles ont réussi. Pourquoi ne pas leur féliciter? Mais il ne manque pas toujours des critiques, mais ça va. Non, on ne critique pas la femme, mais on dit souvent que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Vous allez observer dans la société, vous êtes dans la société civile et du moins aussi dans la politique, quand une femme est élevée dans votre parti ou dans n'importe quelle structure, la plupart ce sont des femmes qui boudent. Et les femmes comme moi, qu'est-ce qu'elle va me dire? Bon, les femmes acceptent mieux être dirigées par les hommes que les femmes elles-mêmes. Comme ce qui dirait, et c'est comme moi si avandi à ton rambokate. C'est ce que je disais ici, ce sont des prototypes. Les femmes boudent les femmes, je ne sais pas, ces caprices-là. On a vu ça, il y a une femme qui avait postulé en tant que présidente de la République, elle n'a pas reçu les voix de femmes. Hein. Ce sont vos structures à vous qui se disaient non, elle ne nous a pas contactés. Or, c'était une opportunité que vous pouvez saisir pour soutenir la femme au nom de la parité. Ah oui, ah oui. La femme qui a été candidate à la présidentielle, je pense, hein, oui. Je pense qu'elle n'a pas
fait large diffusion. Oui. Bon, de toutes les façons, elle n'a encore pas échoué parce qu'il y a d'autres occasions. Il y a d'autres occasions. Le temps pour elle aussi de voir, de corriger là où il y avait des erreurs, là où il y avait des couacs. Mais je vais conscientiser aussi la femme en général. Très souvent, les femmes, même quand moi-même j'étais candidate, Oui. lors des campagnes, les femmes vous disent bon, moi c'est Rosala Nganini. Au moins, mon bari a Sango. Bon, j'ai dit, mais l'argent qu'il peut te donner, mais ça, c'est la conception de la femme elle-même Oui. que nous tentons d'ailleurs de corriger en sensibilisant, avec ces sensibilisations, Oui. ces formations. Ces formations qui commencent avec les femmes leaders, mais qui descendent aussi à la femme jusqu'à la femme la plus reculée. La femme de basse classe. Oui, quoi. oui, il y a la Ouais. femme de basse classe, la Ok. femme de la base. Ouais, on voit la femme maraîchère, on voit toutes ces femmes-là Oui, oui, oui. qui se sentent un peu moins importantes. Mais est-ce que la sensibilisation arrive à ces niveaux? Oui, la sensibilisation arrive quand même, oui, oui. La sensibilisation arrive parce que les femmes qui sont, les leaders qui sont formés, c'est pour qu'elles descendent avec cette formation dans les bases. Je pense que la sensibilisation arrive. Okay. Je ne pense pas, la sensibilisation arrive. Voilà, Madame Virginie Pingakatai, vous êtes aussi femme politicienne. Oui. Vous êtes aussi dans une structure qui émerge, qui aide la femme dans la justice, Femmes des médias pour la justice. Alors, nous voyons nous tous comment ça se passe à l'est de notre pays, avec la guerre de l'Est. Beaucoup plus, c'est la femme qui est victime, pour ne pas parler des enfants. La femme est victime des viols et des violences. Alors, d'abord en tant que femme, en tant qu'humain, en tant qu'une maman, comment entendez-vous, de quelle oreille entendez-vous cette crise? En tout cas, c'est très révoltant de ma part. Okay. En tout cas, c'est très révoltant. Moi, chaque fois que je suis les informations, chaque fois je suis les statistiques qui augmentent de ces viols, de ces abus commis contre la femme, je suis révoltée. Okay. Je suis vraiment révoltée. C'est comme ça que je passe même à cette émission. Je vais proposer certaines voies de sortie et certaines visites aux lois pénales congolais pour que ces crimes soient sévèrement punis. Okay. Mais je suis très, très révoltée. Très révoltée. Okay. La situation de la femme est chaotique. Okay. En fait, cette femme violée doit faire quoi? Elle doit dénoncer, elle doit faire quoi pendant ces temps? En tout cas, pendant ce temps, la femme, elle doit d'abord dénoncer, elle doit être sûre, savoir qu'il y a quand même des lois qui la couvrent, qui la protègent et qu'il y a des organisations qui sont déployées et souvent ce sont les humanitaires de l'ONU et des ONG, des soutiens des femmes et des enfants du genre. Elle doit savoir qu'il y a des protections qui sont là, elle doit dénoncer. Elle doit dénoncer parce qu'elle doit d'abord se faire soigner et elle doit se faire justifier. Elle doit dénoncer, prendre le courage là. Vous savez, violer, c'est tuer. Violer, c'est tuer. La personne se sent vide, se sent diminuée, mais elle doit avoir ce courage-là de se relever. Parce que même dans la vie courante, lorsqu'on tombe, on ne peut pas rester assise ou couché. On fait tout pour se relever. La violence faite à la femme, ce n'est pas seulement au niveau de la guerre de l'Est. La femme est violée sur plusieurs plans. Que vous pouvez aussi déceler dans votre structure de femmes des médias pour la justice au Congo. Alors, pendant qu'on fait cette émission, il y a des femmes qui sont aussi violées, peut-être moralement, mentalement, qui sont par exemple insultées, c'est aussi une forme de violence faite à la femme, et qui se disent en elles-mêmes, bon, à quel sang m'est voué, à qui je vais raconter ces histoires. Vous connaissez notre culture africaine, et surtout qu'on est des Bantous. Alors cette femme-là qui se retrouve dans cette situation, puisque vous êtes dans une structure pour sensibiliser cette femme-là, qu'est-ce qu'elle pourra faire?
En tout cas, la femme est violentée de tous côtés, en commençant, oui, oui, surtout avec la culture bantou, en commençant dans sa propre maison. Lorsqu'elle est jeune fille, vous pouvez voir, elle est privée d'étudier parce qu'on doit payer, par exemple, les frais. Pour les garçons. Pour les garçons, s'il n'y en a pas. Bon, en tant que, d'abord, jeune fille, il y a des structures, qui existent. C'est comme ça que je parle de la sensibilisation. Je pense que nous devons, jusque-là, la lutte que nous menons, elle n'est pas encore suffisante. Elle n'est pas encore suffisante. J'avoue qu'elle est encore à ses débuts. Ce que nous avons à faire, c'est de sensibiliser depuis l'école. Nous devons passer aussi dans des écoles, dans des quartiers, pour apprendre à la jeune fille qu'elle a une couverture et leur montrer les structures auxquelles elles peuvent se présenter en cas de besoin et en cas de nécessité. Mais quant à la femme, déjà femme, elle peut se présenter aux instances juridiques qui en a, qui sont déjà existantes, parce qu'il y a quand même des lois qui protègent les femmes. Lorsqu'elles sont adultes, elles doivent se présenter aux instances judiciaires qui existent déjà. Mais elles seront protégées, parce qu'il y a de ceux qui disent non, quand je vais accuser, peut-être, elles seront protégées par la loi quand même. C'est ça le problème. En tout cas, la loi protège tout le monde. Je pense que c'est l'entourage. C'est comme ça que il y a aussi des structures comme des ONG et autres. Elle doit chercher une structure qui est proche d'elle, s'exprimer d'abord et se confier à cette structure qui peut aussi l'accompagner. Alors, s'il te plaît, est-ce que je pouvais ouvrir une parenthèse? D'accord, allez-y, je vous en prie. C'est comme ça que j'ouvre la parenthèse. Moi-même, comme je suis ici, je suis promotrice, c'est en cours déjà d'une fondation Nzedia. Dans cette fondation, on aura le temps d'en parler. Un des objectifs, c'est de créer une structure où il n'y aura que des avocats, qui se chargeront des femmes abandonnées qui n'ont pas de moyens pour chercher des avocats. Ce qui peut être donc, vous allez parcourir la ville pour chercher les gens qui ont des problèmes pour Bosomba. Bon, nous n'allons pas parcourir, la ville. Nous allons nous prononcer et c'est à elle, ça sera à elle de nous chercher en cas de problème. Parce que vous dites bien là qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ça sera pour dire, c'est-à-dire que ce sera gratuit. Oui, ça sera gratuit parce que c'est une ONG. Ça sera gratuit. Et en retour, qu'est-ce que vous allez gagner? En retour, ce que je vais gagner, c'est le plaisir d'aider les femmes démunies, d'avoir des femmes qui pourront enfin s'exprimer et si nous pourrons tant soit peu soulager leur peine. Ok. Donc, ce n'est pas un apostolat quand même. Vous avez quand même des intérêts à sauvegarder. Des gens qui vont travailler, ces avocats ne viendront pas travailler comme si c'était dans une église. Non, non, ils ne viendront pas travailler comme si c'était dans une église. Il y a, bon, je ne peux pas tout révéler ici, mais il y aura quand même des fonds. Il y a des fonds qui sont très sûrs, qui vont commencer par moi-même d'abord. Vous savez, il commencer par ça. On a des partenaires qui vont nous soutenir. Des partenariats qui vont nous soutenir, par moi-même d'abord, parce que lorsque vous créez une ONG ou une fondation, vous devez d'abord vous-même, les membres, cotiser. Ça va commencer d'abord par nous-mêmes, parce que nous avons besoin, nous devons fonctionner. Et il y aura des partenariats aussi, ça ne sera pas un apostolat. Mais quand vous parlez de vous devez fonctionner, vous riez. Donc, comme qui dirait, si j'amasse vraiment beaucoup d'argent, alors maman, là, je ne me verrai plus là. Et cette ONG n'existera plus jamais. Non, parce que j'ai déjà gagné ce que je cherchais. Non, pas du tout. Pas du tout. Loin de moi de me faire des éloges. Vous me verrez toujours ici avec vous. Mais qu'est-ce qui me rassure? Ma parole. Ma parole devrait vous rassurer. Bon, je ne sais pas, le monde actuel a perdu cette crédibilité-là de la parole. Mais normalement, la parole d'une personne devrait suffire lorsqu'elle fait la promesse. C'est à cause, malheureusement, des abus de partout que
que les gens négligent la parole. Mais moi, la parole, je vous la donne, elle doit vous suffire. Ouais, c'est la parole d'une femme, madame, si vous suivez. C'est une femme qui lance déjà un appel aux autres femmes qui sont violées, violentées. Il y a plusieurs sortes de violences. Donc, à la fin, vous allez peut-être donner votre numéro de contact qu'on pourra facilement vous contacter. Alors, en tant que politicienne, vous suivez de près aussi cette situation politique, cette crise à l'est de la RDC qui perdure, pour ne dire au moins une trentaine d'années déjà. Alors, vous avez aussi eu le temps de sillonner cette partie du pays. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Rwanda, ça il faudra le dire, il n'y a plus rien à cacher, parmi les 9 pays voisins de la RDC, c'est seulement le Rwanda qui est pointé du doigt. Qu'est-ce que ces pays cherchent à la RDC? Bon, le Rwanda est pointé du doigt. Oui. Nous devons être clairs depuis d'abord longtemps. Oui. Même les populations de l'Est eux-mêmes, ils savent que le Rwanda convoite les terres et les richesses congolaises. Okay. C'est ça. Le Rwanda, ce qu'il cherche tout simplement, ce sont nos terres. Il veut conquérir nos terres, point barre, c'est tout. Okay. Si pas les annexer au Rwanda, au moins régner et exploiter, les exploiter. Okay. Ah, mais est-ce que nos frontières sont sécurisées? Les frontières sont sécurisées parce moi, je ne suis jamais arrivée à l'Est de la RDC, mais vous avez parcouru, il y a quand même des frontières qui sont bien sécurisées. Oui, toutes les frontières sont sécurisées, madame, parce qu'il y a tous les services. Tous les services de sécurité existent aux frontières. Oui. Il y a la DGM, il y a la NER, il y a la DEMIAP, hein. La DEMIAP qu'on appelle sécurité des frontières, oui. Il y a la région, il y a les agents de sécurité là-bas. Toutes les frontières sont sécurisées, madame, la preuve. Osez seulement de traverser, vous allez voir. Je ne veux pas oser. Osez seulement de traverser sans remplir des formalités, vous allez voir comment vous serez interpellé. Okay. Ces frontières sont sécurisées, même si elles sont naturelles, mais elles sont très bien sécurisées. Le problème du Rwanda, c'est que la politique qui y est actuellement et leur président actuel, il est trop ambitieux. Okay. Il est trop ambitieux et il se confie un peu, il se jette un peu dans sa petite folie, quoi. Okay. Alors, le gouvernement actuel est dirigé par une femme qui est en tête du gouvernement. Elle est première ministre, Madame Julie Séminois. Vous êtes aussi une femme, vous la connaissez aussi peut-être ou pas de près, mais comment jugez-vous, comment appréciez-vous sa gouvernance? En tout cas, moi j'apprécie beaucoup Madame Judith. D'ailleurs, Madame Judith, un coucou là-bas, félicitations. Elle est en train d'abattre un travail de titan. Je me rappelle une fois, la dame qui a raté, qui a été présidente, candidate à la présidente, je pense aux élections... Ifoku? Oui, Madame Ifoku. Aux élections passées, il y avait probabilité, il y avait des murmures dans les coulisses qu'elle pouvait passer première ministre. Partout où moi je passais, parce que je la soutenais aussi de là où j'étais, les gens me disaient non, il n'est pas encore temps qu'une femme soit première ministre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, Madame Judith est là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'ils avançaient comme raison? Qu'elles ne sont pas encore prêtes. Que la femme n'est pas encore prête. N'est pas encore prête, qu'elle ne saura pas contenir. Mais Madame Judith, je pense que avant même la guerre de l'Est ici, elle était un peu presque effacée, je ne sais pas. Elle était, j'ai dit, elle paraissait effacée, mais elle travaillait quand même. C'est maintenant, en cette période de guerre ici, qu'elle a donné le meilleur d'elle-même. Nous tous, nous sommes témoins, nous voyons, elle a su, elle est arrivée quand même à diriger ce gouvernement. Ok, pour faire un parallélisme, parce qu'avant, il y avait des hommes qui dirigeaient les gouvernements, maintenant c'est une femme. Essayez de, bon, sans cotérie, hein, de faire un parallélisme entre, oui, parce que sans cotérie, en tout cas j'ai épinglé sans cotérie, un parallélisme entre la gouvernance de l'homme et la gouvernance de la femme. Y a-t-il une différence? Ou bien de rajoute? Oui. La gouvernance d'une femme, vous savez, une femme, lorsqu'elle dirige, elle dirige avec tout son cœur. Et une femme est économiste. Lorsque elle dirige, elle évite des dépenses extravagantes. D'abord, c'est le premier facteur pour la femme. Oui. Elle n'a pas de dépenses extravagantes parce que les hommes, quand ils dirigent,
eux, ils financent d'abord leur famille. Et des deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau, sixième. Et les familles des premières et jusqu'au sixième leur bureau, famille. vous voyez. Quelle charge, quelle dépense, oui. Quelle charge, quelle dépense. Alors, ils s'adonnent au détournement et autres. Oui. Preuve en est, il n'y a pas de femmes qui font des détournements. Hein. Moi, je n'ai jamais vu. Jusque-là, au moins que quelqu'un me contredise. Hein, oui. Moi aussi, je n'ai pas encore vu une femme interpellée à cause du détournement. Il n'y a que des hommes, oui. Il n'y a que des hommes. Oui. Lorsqu'une femme dirige, elle dirige avec son cœur. Oui. Elle évite des dépenses extravagantes. Oui. Et puis, elle cherche l'unité et la cohésion. Elle n'a pas de bras de fer avec le président comme il était le cas, comme il est le cas souvent avec les hommes. Oui, c'est ça. Elle n'a pas de double face à jouer. Si elle est avec vous, elle est avec vous. Si elle est loyale avec vous, elle est loyale. Si elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. Et les inconvénients, rapidement, quand une femme dirige, les inconvénients, c'est quoi? Les inconvénients, oui, d'une femme quand elle dirige. Les inconvénients d'une femme quand elle dirige, c'est toujours ces prototypes-là, de dire qu'une femme ne peut pas diriger, des harcèlements aussi sexuels, je pense aussi, et d'autres sortes de violences ou sexuelles, morales, je pense que c'est ça. C'est l'unique inconvénient, parce que moi, je ne vois pas d'inconvénient. Et surtout quand elle est c'est une maman. C'est cœur de mère, la maman, elle ne peut pas punir. C'est ça aussi. Hein? Non, bon, elle ne peut pas punir. Ça, c'est là une parenthèse. Ça, peut-être, on pourra faire une analyse prochainement. Il y a une dame qui m'a dit, oui, je suis maman, j'ai puni en souriant, je te donne des sanctions en souriant. Moi, je suis maman, oui, oui. Mais il y a des punitions qui suivent là. Il y a des punitions, parce que même dans nos maisons, nous punissons nos enfants. Oui. Elle punit. Avec amour, c'est ça. Alors, Madame Virginie Kapinga-Katay, alors, vous allez faire, bon, je ne sais pas encore une conclusion, donner un mot par rapport à l'évolution politique du pays. Comment voyez-vous l'évolution politique de la RDC? Est-ce qu'il y a des avancées ou pas? L'évolution politique de la RDC, il y a les avancées. Okay. Il faut être d'abord tombé, se relever et savoir si on avance ou si on recule. La situation actuelle, moi, je m'en réjouis parce qu'elle nous donne l'occasion de connaître tout le monde. Okay. Nous connaissons, nous savons qui est qui est quoi, qui fait quoi. Ouais. Mais il y a l'évolution sur le plan politique, la direction de l'actuel président. Mais quant à l'intérieur, le social et autres, c'est catastrophique jusque-là. Okay. Avec la situation... Donc vous l'admettez, du moins, vous, de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Vous y étiez. J'étais à l'UDPS, qui passe ça, oui. Oui. La vie sociale, elle est très dure, elle est très compliquée. En tout cas, sur le plan social, les infrastructures aussi. Oui. En tout cas, c'est déplorable. Mais nous espérons, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Connaissant la politique du chef de l'État, connaissant sa vision, nous espérons à une amélioration prochaine. Ok. Alors, vous étiez un modèle pour nous dans le cadre de cette émission Femmes en Or. Alors, vous allez donner un conseil à toutes ces femmes qui vous suivent en ce net moment. Vous avez mené une lutte acharnée pour aujourd'hui sortir de l'auberge. Vous avez motivé beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont devenues ministrables, qui sont devenues peut-être DG, PDG, je ne sais pas dans quelle entreprise. Vous êtes toujours là. Vous allez donner un conseil d'abord à ces femmes-là aujourd'hui qui sont dans des postes de décision et à toutes ces femmes qui aimeraient un jour emprunter votre voie. En tout cas, à toutes les femmes qui ont des postes de décision, n'oublions pas d'où nous venons.
Auparavant, une femme ne pouvait pas se tenir devant la société, prendre des décisions. Lorsque nous, les femmes, nous avons beaucoup lutté pour la parité, pour la cession au poste de décision, lorsque nous en avons l'opportunité, donnons le meilleur de nous-mêmes, relevons les autres, relevons les femmes les plus faibles qui sont restées, améliorons tant soit peu, comme nous le pouvons, la vie de nos congénères, d'abord femmes, et de la société. C'est ce que je peux dire à toutes ces femmes-là. C'est tout, point barre. Merci beaucoup, Madame Virginie Kapingakate, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Ok. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Madame Virginie Kapingakataï. Elle est coordonnatrice d'une synergie qui regroupe en elle les femmes de la société civile et les femmes politiciennes. Ce sont les femmes, Madame, Messieurs, je vous rappelle, ce sont des femmes qui ont vraiment lutté pour que la parité, l'égalité soit instaurée, ne soit pas un slogan en RDC, mais que ça devienne une réalité. Au travers de cette synergie, il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui ministres. Il y a beaucoup de femmes qui sont nommées par-ci, par-là. Elle reste là pour sensibiliser la femme et dire à la femme qu'elle est importante. Elle a la capacité de s'épanouir, d'évoluer, d'aller très loin. Alors, ensemble avec elle, on a essayé essayer de faire cette analyse et elle a aussi épinglé sur la situation politique de l'heure. À très vite. Au revoir. Et à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Je dis merci à Esther, rapidement, Rabi, je dis merci à Ted et merci à Elohim. On va se retrouver prochainement, je n'ai pas oublié les pères. À très bientôt. Au revoir, à la prochaine.